Eh bien, comme je le disais à la fin du cours, c'est la dernière séance du séminaire qui suit le cours, de même que ça a été la dernière séance du cours. Et pour cette dernière séance, nous allons finir en beauté avec Gregory Bautner, qui est un philosophe du langage qui parle de sujets étroitement liés à ceux dont je parle moi-même dans mes cours. Ses intérêts vont au-delà de la philosophie du langage. Il s'intéresse aussi, par exemple, au problème de la conscience. Et je recommande, il vient de publier un livre chez Cambridge University Press qui s'appelle Naming and Indexicality, donc je vous recommande la lecture, mais là, vous allez avoir une petite idée de ces théories en l'écoutant. À toi, Greg. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Donc, je vais vous parler de trois notions centrales en philosophie du langage, le sens, la connaissance et la possibilité, et des liens entre ces différentes notions. Alors, en guise d'introduction, on peut dire avec le philosophe David Chalmers que dans les années 1950, on a abouti à une sorte de triangle d'or entre ces trois notions et qui a été le résultat d'apports successifs en philosophie. Donc, d'abord, on peut dire que Kant a fait un lien entre la connaissance et la possibilité en suggérant que tout ce qui est connu a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience, sur la base, disons, de la manipulation des concepts, est aussi nécessaire, c'est-à-dire n'aurait pas pu ne pas être le cas. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, Gottlob Frege a reconnu un lien important entre une notion de sens et la connaissance a priori. Et enfin, dans les années 1940, Rudolf Carnap a tissé un lien important entre une notion de sens qui ressemble à celle de Frege et la notion de possibilité. Alors on va voir plus dans le détail ce que ça signifie ici, mais disons l'avantage d'un triangle d'or, c'est qu'il permet d'articuler ces trois pôles sémantiques, épistémiques et modales de façon assez claire. Alors le problème, c'est que dans les années 70, on a eu une révolution en philosophie du langage et de l'esprit. C'est la révolution référentialiste ou externaliste, emmenée notamment par le philosophe américain Saul Kripke, et on a cassé le lien entre connaissance et possibilité qui venait de Kant. Donc Kripke a argumenté que tout ce qui est nécessaire n'est pas forcément a priori, et tout ce qui est a priori n'est pas forcément nécessaire. Alors une fois qu'on a fait ça, le lien entre le sens et la possibilité peut demeurer intact, mais le lien entre le sens et la connaissance a priori est devenu peu clair. Alors dans cet exposé, ce que je voudrais faire, c'est d'abord introduire des notions qui permettront de comprendre une doctrine des propositions qui correspond au triangle d'or. Ensuite, je présenterai des arguments classiques contre la doctrine des propositions. Et enfin, je proposerai ma propre modification de la doctrine. Donc, on peut commencer par, disons, une sémantique extensionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une sémantique extensionnelle? C'est une sémantique terre-à-terre, en ce sens que pour savoir si une phrase est vraie ou fausse, selon une telle sémantique, il suffit de considérer les choses et les faits dans le monde réel. Donc, une sémantique comme ça, elle traite bien des phrases comme « Jean fume », assez simple, et elle dit qu'une phrase comme ça est vraie si et seulement si l'individu dans le monde réel, Jean, fume dans le monde réel. Donc, pour ce genre d'énoncé, une sémantique extensionnelle, on pourrait considérer que ça suffit. Mais il y a d'autres types d'énoncés ou de contextes ou de phrases qui nous demandent d'aller vers une sémantique intentionnelle, c'est-à-dire modale. Par exemple, donc, il y a certaines phrases qui, pour savoir si elles sont vraies ou fausses, on doit aussi considérer les choses et les faits dans d'autres mondes possibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde possible? Eh bien, intuitivement, le monde dans lequel on est, c'est le monde réel. C'est un monde possible parmi d'autres. Les choses auraient pu être autrement. Et donc, un monde possible, c'est une histoire possible, non contradictoire et complète de l'univers. Alors, il y a au moins deux types de contextes pour lesquels on a besoin de monde possible. C'est des phrases modales du genre « il est nécessaire que j'en fume ». Ici, on ne doit pas se demander s'il est vrai que j'en fume dans le monde réel, mais s'il est vrai que j'en fume dans tous les mondes possibles, pour savoir si cette phrase est vraie. Ou encore, il y a des énoncés qui caractérisent la perspective de quelqu'un d'autre. Donc, Pierre croit que j'en fume,
Ici, on doit se demander non pas si Jean fume dans le monde réel, c'est même pas nécessaire qu'il fume dans le monde réel puisque une croyance peut être fausse, mais si Jean fume dans le monde tel que Pierre le conçoit, c'est-à-dire, en d'autres termes, dans tous les mondes possibles qui sont compatibles avec ce que Pierre croit. Donc ici, on a deux raisons sémantiques d'aller vers une notion modale de sens. C'est qu'il y a des fragments du discours, il y a des phrases qui nous permettent de parler de ce qui est possible ou de perspectives d'autres personnes. Mais il y a une motivation pragmatique qui est plus profonde et en même temps très simple, c'est que ce qui parle, ce n'est pas la phrase, mais c'est un locuteur ou un agent qui fait quelque chose, qui utilise la phrase et qui l'utilise avec certaines intentions et aussi pour exprimer certains états mentaux. Donc quand Pierre utilise la phrase « J'en fume », il peut l'utiliser pour affirmer quelque chose, et donc il y a un lien entre l'acte de langage qu'il accomplit, donc l'affirmation, et des états mentaux sous-jacents, comme la croyance. Et donc si son affirmation est sincère, elle va exprimer sa conception du monde aussi, donc sa croyance ou sa connaissance que j'en fume. Donc en d'autres termes, quand on parle, en quelque sorte, on est toujours déjà dans un contexte épistémique. Or, le contenu d'une croyance, on peut aussi le représenter par une notion modale, un ensemble de mondes possibles. Alors voyons ça. Donc dans le cadre modal que je suis en train de brosser, affirmer ou croire quelque chose, c'est situer le monde réel dans un ensemble de mondes possibles, dans un espace de possibilités. Par exemple, prenons l'ensemble P des mondes possibles dans lesquels j'en fume. Si j'affirme que P, je suis en train de vous inviter à situer le monde réel dans l'ensemble P. Supposons que le monde W0, c'est le monde réel, alors W0 de fait appartient à l'ensemble P. En d'autres termes, le monde réel est tel que dans le monde réel, j'en fume, et donc l'affirmation ou la croyance que P est vraie. Donc quand on affirme quelque chose, on peut se demander deux choses à propos de l'affirmation. On peut se demander dans quelles conditions l'affirmation ou la croyance est vraie. Donc ici, la réponse c'est qu'elle est vraie si et seulement si son contenu, donc dans ce cas-ci P, est vrai dans le monde réel, W0. En d'autres termes, si le monde W0 appartient à l'ensemble P. Mais aussi, on essaye pas seulement de dire la vérité quand on parle, on essaye aussi d'ajouter des informations nouvelles par rapport à ce qui était déjà connu. Et donc, dans quelles conditions est-ce qu'une affirmation ou une croyance va être informative dans un cadre modal comme celui-ci? Eh bien, si et seulement si elle exclut des possibilités. Alors, voyons ce que ça veut dire. Donc, reprenons notre ensemble P. Si j'affirme que j'en fume, normalement, on n'affirme pas les choses dans le vide. Il y a toujours un arrière-plan d'informations. Donc, on peut dire que ces informations sont considérées comme connues à un moment de la conversation. Et donc, affirmer que P, ici, c'est d'abord et avant tout tracer un contraste, en fait, à l'intérieur des mondes possibles compatibles avec ce qui est déjà connu à ce moment-là, entre deux types de mondes, donc les mondes où j'en fume et les mondes où j'en fume pas. Donc, il y a un contraste, on trace une distinction entre différents types de possibilités. L'affirmation, c'est inviter l'interlocuteur à situer le monde réel dans l'ensemble qui correspond au contenu de l'affirmation. Donc en gros, l'ensemble des mondes possibles dans lesquels j'en fume. Ensuite, si l'affirmation est acceptée dans la conversation, on va éliminer des possibilités dans lesquelles son contenu est faux de l'arrière-plan. Donc on va ainsi progresser dans la conversation, on part d'un ensemble de possibilités, on réduit cet ensemble de possibilités, et ensuite on obtient une nouvelle étape de la conversation, un nouvel arrière-plan d'informations communes, et on va ensuite tracer de nouvelles distinctions dans cet ensemble et éliminer de nouveau des possibilités dans cet ensemble. Donc l'idée ici, c'est que, d'une manière générale, le progrès épistémique, donc acquérir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, c'est partir d'un ensemble de possibilités et puis progressivement tracer des distinctions dans cet ensemble et éliminer des possibilités, jusqu'à, idéalement, se retrouver avec une seule possibilité compatible avec ce qu'on sait. Alors, dans un tel cadre, il y a un lien fort entre l'informativité, une propriété épistémique, et la contingence, une propriété modale. Donc,
on a déjà vu que la nécessité ici, ça va être la vérité dans tous les mondes possibles. Donc certains énoncés sont nécessaires. Par exemple, Jean est Jean. Donc on ne peut pas imaginer un monde possible dans lequel il est Jean, mais Jean ne soit pas identique à Jean. Ou de la même façon, on ne peut pas imaginer un monde possible dans lequel il y ait un triangle qui n'ait pas 3 angles. C'est impossible. Ou encore, on ne peut pas imaginer un monde possible dans lequel 4 plus 4 ne ferait pas 8. Donc c'est impossible. Mais il y a aussi des énoncés qui sont contingents, donc qui sont vrais dans certains mondes possibles et faux dans les autres mondes possibles. Donc, par exemple, Jean fume. Les choses auraient pu être autrement, Jean aurait pu ne pas fumer. C'est peut-être vrai dans le monde réel, mais ce n'est pas vrai dans d'autres mondes possibles. Ou encore, le nombre de planètes dans notre système solaire égale 8, c'est un fait contingent, les choses auraient pu être autrement. Le nombre de planètes aurait pu être différent de 8. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'un contenu informatif, dans ce cadre modal, eh bien, c'est un contenu qui doit éliminer des possibilités, et donc pour ce faire, il doit être vrai dans certains mondes et faux dans d'autres mondes. Il doit éliminer les possibilités dans lesquelles le contenu est faux. Et donc pour ce faire, il doit être contingent. Donc pour récapituler ici le lien entre les propriétés sémantiques modales et contingentes, l'affirmation ou la croyance que Jean fume, elle est donc ici vraie. Pourquoi ? Parce que le monde réel W0 appartient à l'ensemble des mondes possibles dans lesquels Jean fume, P. Elle est contingente parce que le contenu est vrai en P, mais il est faux en non-P. Donc il y a 2 types de mondes possibles. Et puis cette affirmation, elle est informative parce que si elle est acceptée, eh bien, on va éliminer les possibilités dans lesquelles Jean ne fume pas, donc non-P. Alors, une autre manière de dire ça, c'est de formuler une doctrine des propositions en 3 thèses. Donc, on peut dire qu'une affirmation ici, ou une croyance, c'est une relation à 2 places entre un sujet, donc la personne qui affirme ou qui croit à quelque chose, et un contenu, donc ce qui est affirmé ou ce qui est cru. Deuxièmement, ce contenu, c'est ce qu'on appelle une proposition. Ça va correspondre ici à un ensemble de mondes possibles dans lesquels le contenu est vrai. Et le contenu va jouer 2 rôles, un rôle sémantique, celui d'être vrai ou faux, et un rôle épistémique, celui d'être informatif ou trivial, ou a priori ou a posteriori. Alors ce qui est bien avec une doctrine comme ça, c'est qu'on comprend bien les liens entre sens, connaissance et possibilité. Parce qu'on a une notion de sens qui est la proposition, qui correspond elle-même à une notion modale, c'est un ensemble de possibilités, de mondes possibles. Et cette notion joue les 2 rôles à la fois, les rôles sémantiques d'être ce qui est vrai et d'être ce qui est informatif, donc le rôle épistémique. Donc il y a une articulation assez claire, simple et élégante de ces 3 pôles sémantiques, épistémiques et modal. Alors jusqu'à présent, on a parlé de phrases et d'énoncés complets, et on peut dire qu'un énoncé décrit la réalité. Donc il s'y rapporte en étant vrai. Mais qu'en est-il des mots à l'intérieur d'un énoncé qui désignent une chose particulière, X ? Il y a une différence intuitive entre décrire une chose, donc par exemple dire le premier homme sur la Lune, nommer cette chose, donc par exemple dire Neil Armstrong, et indiquer cette chose, donc dire par exemple cet homme ou il en montrant Neil Armstrong. Alors 2 grandes options théoriques qui s'offrent ici à nous, c'est de dire d'abord peut-être qu'il y a un mode de désignation parmi ces 3 modes de désignation assez basiques dans les langues naturelles qui est plus fondamental que les autres. Alors dans ce cas, peut-être que c'est la description, peut-être qu'en fait le mode fondamental de désignation c'est d'écrire. Et que dans ce cas-là, alors désigner quelque chose, c'est le décrire au travers d'une description vraie de cette chose. Ou bien alors, on peut aussi dire que certains de ces modes de désignation, décrire, nommer, indiquer, réfèrent, c'est-à-dire qu'ils désignent une chose X sans forcément décrire X. Alors Gottlob Frege, le père de la philosophie analytique du langage, lui, il est descriptiviste. Et pourquoi ? Parce que dans le cas des descriptions, il est assez clair qu'il y a d'un côté la chose à laquelle on pense et la manière descriptive dont on la conçoit. Donc Frege nous dit soit A, B et C, les droites joignant les sommets d'un triangle au milieu des côtés opposés, le point d'intersection de A et de B est le même que le point d'intersection de B et de C,
nous avons diverses désignations pour le même point, et ces désignations indiquent en même temps la manière dont ce point est donné. Donc Frege remarque ici que la description fait deux choses, en tout cas elle semble faire deux choses. Elle nous donne un point, donc un référent, et elle nous donne aussi une manière dont ce point est représenté, dont il est conçu, dont il est décrit. Et donc il y a cette différence entre le niveau de la référence, c'est le même référent ici, mais il y a des descriptions différentes qui sont possibles d'un seul et même référent. Alors pourquoi c'est important ? Parce que Frege a formulé un argument épistémique pour le descriptivisme en se basant sur une énigme. Donc l'énigme, c'est celle-ci, elle est bien connue. Des énoncés vrais de forme A égale A et A égale B n'ont pas la même valeur épistémique. C'est-à-dire que les premiers sont connus a priori. Pour savoir que c'est vrai, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de comprendre l'énoncé et sa signification. Vous n'avez pas besoin d'aller voir dans le monde, faire une enquête empirique, tandis que les seconds sont a posteriori, c'est-à-dire que dans leur cas, pour savoir si l'énoncé est vrai, vous devez aller faire une enquête empirique dans le monde. Donc la compréhension de l'énoncé ne suffit pas. Donc par exemple, un exemple assez fameux, c'est celui de Hespérus et de Phosphorus. Donc les Grecs anciens avaient nommé une étoile dans le ciel du soir Hespérus et une étoile dans le ciel du matin Phosphorus, et ils savaient que Hespérus égale Hespérus, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'ils savaient a priori, évidemment, en vertu de leurs compétences linguistiques, mais ils ne savaient pas pour autant que Hespérus est Phosphorus. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont découvert a posteriori, même si les Babyloniens l'avaient découvert avant eux, en réalité. Donc ici, disons, il y a une différence épistémique entre ces deux énoncés, et c'est assez étrange si on se base seulement sur le niveau référentiel, parce qu'on a le même référent, les deux noms renvoient tous les deux au même référent Vénus, et donc les deux énoncés sont vrais, parce qu'on parle de la même chose dans les deux cas, et cette chose est identique à elle-même, mais c'est assez extraordinaire de remarquer qu'on peut savoir que 1 est vrai sans savoir que 2 est vrai. Donc il y a une différence épistémique entre ces deux énoncés. Et Frege en conclut que forcément alors ces deux énoncés sont associés à des sens différents. Donc pour Frege, en fait, on voit à l'œuvre quelque chose qui présuppose ici. Il y a une contrainte épistémique forte sur la notion de sens, c'est-à-dire que les questions de signification doivent refléter des questions de connaissance et de perspective sur le monde. Pourquoi ? Parce que pour lui, dès qu'il y a une différence de connaissance, il y a une différence au niveau du sens. Ça se reflète dans la notion de sens ici. Alors ici, les sens seront descriptifs, c'est-à-dire que le descriptivisme de Frege prédit que l'énoncé 1, il va dire que l'étoile du soir est l'étoile du soir, et ça c'est en effet trivial. Et l'énoncé 2, lui, il va dire que l'étoile du soir, c'est l'étoile du matin, et ça c'est informatif, ça c'est une vérité empirique. Il ne suffit pas de comprendre l'énoncé pour savoir qu'il est vrai, il faut faire une enquête empirique dans le monde. Donc le descriptivisme résout parfaitement l'énigme de Frege. C'est un argument épistémique pour le descriptivisme. Le problème, c'est qu'il y a eu une révolution référentialiste dans les années 70, emmenée par des philosophes américains, donc Saul Kripke, Hilary Putnam ou David Kaplan. Et on a notamment un argument modal de Saul Kripke pour le référentialisme. Donc Kripke remarque qu'un énoncé comme 3, un énoncé modal, Neil Armstrong aurait pu ne pas être le premier homme sur la Lune, il est vrai. Donc s'il est vrai dans ce cadre modal dont on a parlé, ça veut dire qu'il y a un monde possible dans lequel il est vrai que Neil Armstrong n'est pas le premier homme sur la Lune. Donc qu'est-ce que ça montre ? D'après le descriptivisme, le nom propre Neil Armstrong, il doit être synonyme de la description le premier homme sur la Lune. Or, c'est un fait contingent que Neil Armstrong soit le premier homme sur la Lune. Donc, ce n'est pas un fait contingent que Neil Armstrong soit Neil Armstrong, mais c'est un fait contingent que Neil Armstrong soit le premier homme sur la Lune. Donc, il y a une différence entre la description et le nom ici. Donc, par exemple, il y a un monde possible contrefactuel, donc qui n'est pas réel, W1, dans lequel Buzz Aldrin est le premier homme sur la Lune et Neil Armstrong est le deuxième homme sur la Lune, donc contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité. Donc tout ceci nous montre que même si le nom et la description renvoient de fait à la même chose dans le monde réel, au niveau extensionnel si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres mondes possibles, on voit que ces deux modes de désignation ne fonctionnent pas de la même façon. Le nom propre, il continue à renvoyer à son référent Neil Armstrong,
même dans un monde possible où Neil Armstrong ne satisfait pas la description couramment associée, par exemple le premier homme sur la Lune, tandis que le premier homme sur la Lune, cette description-là, elle va désigner des choses différentes en fonction du monde possible considéré, en fonction de la question de savoir qui est le premier homme sur la Lune. Et donc ça, c'est un fait contingent, et donc on a une variation dans la référence. Donc la question de savoir qui est Neil Armstrong, elle ne varie pas d'un monde possible à l'autre, et donc les noms propres sont rigides, ils désignent la même chose dans tous les mondes possibles, tandis que la question de savoir qui est le premier homme sur la Lune, eh bien, la réponse varie selon le monde possible considéré et les faits dans ce monde possible, et donc la description est flexible. Donc à ce stade, on peut dire qu'on se retrouve dans une sorte d'impasse. Donc on a un argument de Frege qui est épistémique pour le descriptivisme, et si on suit cet argument et la leçon que Frege tire de son énigme, eh bien on doit dire que les contenus affirmés ou crus sont toujours des propositions générales, c'est-à-dire des propositions purement descriptives. Et dans ce cas-là, alors, nommer, c'est une façon déguisée de décrire. Mais on a aussi dans le même temps, enfin dans le même temps non, dans les années 70, des arguments du type de ceux de Kripke, un argument modal pour le référentialisme, qui suggère, lui, que les contenus qu'on affirme ou qu'on croit sont au moins parfois des propositions singulières, c'est-à-dire qui incorporent directement des objets du monde réel. Et dans ce cas-là, il y a une différence fondamentale entre nommer et décrire. Alors en fait, cette impasse, elle reflète une tension qui est aux origines même de la philosophie analytique, puisque Frege et Russell se disputaient déjà sur cette question. Donc dans une lettre de 1904, Frege écrit à Russell « La vérité n'est pas une partie intégrante d'une pensée, pas plus que le Mont Blanc avec ses pentes enneigées n'est une partie intégrante de la pensée que le Mont Blanc culmine à plus de 4000 mètres. » Et Russell avait répondu la même année « Je crois que même avec toutes ces pentes enneigées, le Mont Blanc lui-même est une partie intégrante de ce qui est affirmé dans la proposition « Le Mont Blanc culmine à plus de 4000 mètres ». Donc on voit un désaccord fondamental sur la question de savoir si, en gros, les contenus de nos pensées et de nos actes de langage sont toujours en train de décrire la réalité ou bien s'ils peuvent incorporer aussi des objets ou des choses du monde réel. Alors, pour ma part, ce que je voudrais faire, c'est, je pense qu'on est toujours, en fait, dans ce dilemme aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu cette question de façon satisfaisante, et ce que je voudrais faire, c'est suggérer que le problème n'est pas de choisir entre ces deux options, mais il y a une présupposition qui est fausse, en fait, dans ce dilemme, c'est que le choix est entre des propositions générales d'un côté et des propositions singulières de l'autre, et que le problème, donc, vient de la notion de proposition. Alors, pour le voir, parlons des indexicaux. Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé de nommer et de décrire, et on a vu qu'il y a un troisième mode de désignation qui est l'indexicalité, indiquer une chose, la montrer. Et dans les années 60-70, est apparu un problème, le problème de l'indexical essentiel, qui a été formulé de façon assez frappante par deux grands philosophes du langage, donc John Perry à Stanford et David Lewis à Princeton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indexical ? C'est un mot comme je, ici, maintenant, tu, cela, elle, aujourd'hui, hier. C'est un mot qui présente deux niveaux de signification. Il y a un premier niveau qui est contextuel. La référence, donc ce qu'on désigne, varie en fonction du contexte d'usage. Donc de la question de savoir qui parle, à quel moment et où. Donc par exemple, mon usage de je il renvoie à moi, votre usage de je renvoie à vous. Il y a une variation de la référence en fonction de la personne qui parle et donc du contexte. Il y a un autre niveau de signification qui est plus stable, qui ne varie pas d'un contexte à l'autre, c'est que c'est un niveau de signification qui est fixé par les conventions et il prévoit cette dépendance contextuelle. Donc la signification conventionnelle, elle prévoit que tout usage du mot « je » réfère à l'énonciateur, que tout usage du mot « maintenant » réfère au moment de l'énonciation, que tout usage du mot « ici » réfère au lieu d'énonciation, etc. Donc les indexicaux, ils sont déjà intéressants en eux-mêmes pour des raisons intrinsèques, si vous voulez, parce qu'ils présentent ces deux niveaux de signification, et c'est intéressant de se demander comment ils fonctionnent sémantiquement, comment ces deux niveaux interagissent exactement. Pendant longtemps, on a considéré que l'indexicalité, c'était une propriété linguistique des mots au moyen desquels nous exprimons des pensées. Mais plus tard,
dans les années 60-70, avec le problème de l'indexical essentiel, on a commencé à avoir des arguments pour dire qu'en fait, il y a de l'indexicalité au niveau mental. Donc ce n'est pas seulement les mots au moyen desquels on exprime les pensées, mais les pensées elles-mêmes qui peuvent être indexicales. Il y a certaines pensées qui représentent le monde à la première personne. Donc voilà deux exemples fameux donnés par John Perry. Donc d'abord le cas de l'amnésique Lingens. Un amnésique Lingens est perdu dans la bibliothèque de Stanford. Il lit différentes choses dans la bibliothèque, dont une biographie de lui-même et une description détaillée de la bibliothèque où il est perdu. Il ne saura pas qui il est et où il est, quelle que soit la quantité d'informations qu'il aura accumulées, jusqu'à ce moment où il sera prêt à dire « cet endroit est l'allée 5 au 6e étage de la bibliothèque de Stanford, je suis Rudolf Lingens ». Donc l'idée ici, c'est que Lingens lit une biographie qui contient des noms propres et des descriptions, des phrases non indexicales. Il en vient ainsi à apprendre toutes les informations en troisième personne à propos de l'individu dénommé Lingens. Et même si sa représentation de Lingens est complète, comme elle est donnée à la troisième personne, il lui manque quelque chose. Il lui manque encore une chose qu'il pourrait apprendre. Et c'est ce qu'il exprimerait à l'aide d'un indexical comme « je » ou « ici ». Donc on dirait que la pensée même qui lui manque, c'est une pensée qui est indexicale. Même chose avec le mot « maintenant ». Donc, un professeur qui désire se rendre à temps à la réunion du département et croit à raison que celle-ci commence à midi, est assis paisiblement dans son bureau à midi. Tout à coup, il se met à bouger. Qu'est-ce qui explique son action? Un changement de croyance. Il croyait depuis le début que la réunion du département commence à midi. Il en est venu à croire, selon les termes qu'il aurait employés, qu'elle commence maintenant. Donc ici, même si on peut croire d'un côté que la réunion commence à midi, on peut le croire le matin, le midi et encore le soir. Ce n'est pas la même chose d'avoir cette croyance-là, et puis de croire à un moment donné que la réunion commence maintenant. Et on peut le voir parce que quand on acquiert la croyance indexicale, il y a un changement de comportement. Les croyances entrent dans l'explication du comportement. Pour expliquer le changement de comportement, on doit postuler qu'il y a une nouvelle croyance, et cette nouvelle croyance, elle a l'air d'être indexicale. Ce n'est pas la même chose de penser que la réunion commence à midi et qu'elle commence maintenant. Alors on a une caractérisation d'abord intuitive du problème, c'est qu'il y a un contraste épistémique entre des phrases qui contiennent des noms propres et des descriptions, comme Rudolf Lingens et le F, où le F c'est une description qui condense les descriptions qui se trouvent dans la biographie, versus « je suis le F », dit par Lingens. Et donc ici, l'idée c'est que indiquer, ce n'est pas la même chose que nommer ou décrire. C'est un mode de désignation assez fondamental, qui ne se réduit pas à nommer ou à décrire. D'un point de vue philosophique, il y a aussi l'intérêt pour la subjectivité. Donc on dirait ici, c'est une des manières de dire ça, il y a le problème de la perspective. Donc toute description objective du monde donnée à la troisième personne du point de vue de nulle part demeure forcément incomplète. On dirait qu'il y a des connaissances qui sont essentiellement données par rapport à un point de vue subjectif dans le monde. Et donc, ces connaissances-là, elles sont liées à l'indexicalité, au mot « je », au sujet, etc. Alors, une caractérisation plus théorique du problème, c'est de dire que c'est un problème qui se pose justement pour la doctrine des propositions. Car si acquérir une nouvelle croyance, c'est toujours croire quelque nouveau contenu, si tout contenu de croyance est une proposition, et si les phrases non indexicales de la biographie communiquent toutes les propositions à propos de Lingens, alors il ne devrait pas être possible pour Lingens d'acquérir une nouvelle croyance à propos de Lingens. Donc cet argument est valide, il y a des prémices, il y a une conclusion. Donc il est valide, ça veut dire que si les prémices étaient vraies, la conclusion devrait être vraie, or la conclusion est fausse. Donc il y a au moins une des prémices qui doit être fausse. Laquelle? Comme David Lewis, moi je pense que c'est la prémisse que tout contenu de croyance est une proposition. Alors pour défendre ce point de vue, David Lewis, il propose une analogie avec des cartes ou des représentations spatiales iconiques. Donc, considérez cette carte de Manhattan à New York, du réseau de métro, et imaginez, comme ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous avez eu la chance d'aller à New York, que vous vous baladez toute la journée, vous êtes fatigué, vous vous perdez à Manhattan parce que les rues sont semblables, le plan est quadrillé, et parfois on ne sait plus où on est. Alors, vous ne voyez pas le nom des rues à ce moment-là, c'est important, mais vous voyez sur un kiosque à journaux une carte placardée
vous avancez et vous étudiez cette carte. Donc ça, c'est une carte qui est complète, c'est une représentation complète et fidèle de la ville de New York, du point de vue de nulle part. Alors vous pouvez étudier cette carte autant que vous voulez. Il y a une chose que la carte ne vous dira pas, c'est où vous êtes sur la carte. Donc il vous manque une information qui semble essentiellement indexicale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toute la représentation parfaite et fidèle de la ville de New York objectivement, du point de vue de la troisième personne, mais il vous manque encore une information. On peut ajouter une nouvelle information, qui est « vous êtes ici maintenant ». Et en gros, cette information, ce qu'elle dit, c'est où se trouve la carte elle-même sur la carte. Donc la carte, elle montre bien la ville, c'est une représentation fidèle de la ville, mais il y a une chose qu'elle ne représente pas, c'est sa propre localisation dans la ville. Alors l'analogie avec les mondes possibles, c'est celle-ci. Louis dit, même si vous savez exactement dans quel monde possible vous êtes, vous avez exclu tous les autres mondes possibles, et donc vous avez une représentation parfaite du monde dans lequel vous vous trouvez à la troisième personne, eh bien il peut rester deux possibilités à l'intérieur du monde réel, deux possibilités géographiques, comme dit Louis. Donc Lingens ne sait peut-être pas s'il est Lingens à Stanford ou Daniels à Harvard à l'intérieur du monde réel. Et donc on dirait qu'il reste deux possibilités à l'intérieur d'un seul monde possible. Alors pour cette raison, Louis va invoquer l'idée que les croyances indexicales ont des contenus non propositionnels. Donc souvenez-vous, les propositions, on a dit qu'elles correspondent à des ensembles de mondes possibles. Donc une phrase comme « Lingens est allemand » avec un nom propre et une description, eh bien, si elle se trouve dans la biographie, elle correspond à un ensemble de mondes possibles dans lesquels il est vrai que Lingens est allemand. Et une proposition, comme elle décrit le monde de nulle part, si vous voulez, objectivement, du point de vue de la troisième personne, elle est vraie ou fausse absolument. Elle n'est pas vraie pour un individu et fausse pour un autre individu à l'intérieur d'un seul et même monde. En revanche, une propriété, elle correspond à un ensemble d'individus possibles. Donc quand Lingens en vient à croire « je suis allemand », il acquiert cette nouvelle croyance indexicale, le contenu de sa croyance, ça va être un ensemble d'individus possibles, desquels il est vrai qu'ils sont allemands. Et cette propriété, ce contenu, va être faux relativement à des individus, à l'intérieur de mondes possibles. Et donc, en gros, l'idée de Louis, c'est que les propositions tracent des distinctions dans l'espace logique des mondes possibles, entre des mondes possibles considérés dans leur entièreté du point de vue de nulle part, mais les propriétés ont un pouvoir supplémentaire, elles peuvent tracer aussi des distinctions à l'intérieur d'un seul et même monde, entre différentes régions géographiques ou différents individus. Alors il y a du vrai et du faux, je pense, dans ce que Louis propose dans son analogie. Donc c'est vrai que les propriétés ont ce pouvoir de distinguer des individus à l'intérieur d'un seul et même monde possible. Par exemple, la propriété d'être allemand, eh bien, elle distingue en fait différents groupes dans la population. Donc il y a les individus qui sont non allemands et les individus qui sont allemands. Donc la propriété peut tracer un contraste entre les individus qui appartiennent au même monde. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'est pas vrai de dire avec Louis que deux possibilités peuvent être deux possibilités à l'intérieur d'un seul et même monde possible. Alors pour le montrer, considérons un cas enrichi avec deux amnésiques, Lingens et Daniels. Lingens est à Stanford et Daniels est à Harvard. Et tous les deux lisent des biographies, dont une biographie de Lingens et une biographie de Daniels. Et donc ils en viennent à savoir tout ce qu'il y a à savoir à la troisième personne sur Lingens et Daniels. Et on peut dire qu'à ce moment-là, ils ne savent toujours pas qui est qui et qui est où. Par exemple, Lingens pourrait se dire « soit je suis à Stanford, soit je suis à Harvard » et exprimer ainsi son doute, c'est-à-dire les deux possibilités qui restent compatibles avec ce qu'il sait au terme de sa lecture. Donc il reste ces deux possibilités. Et maintenant, on doit se demander à quoi correspondent ces possibilités. Est-ce qu'elles correspondent vraiment à deux possibilités dans un seul et même monde possible? Pour savoir ça, il faut se demander à quoi réfèrent le mot « je » en rouge et le mot « je » en vert. Alors Louis, lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on accepte une interprétation numéro 1, dans laquelle, en fait, on a déjà exclu tous les mondes possibles, si vous voulez, comme le monde W1,
mais il reste un seul monde possible, le monde réel, mais à l'intérieur du monde réel, il reste deux possibilités compatibles avec ce que Lingens croit. Donc, la première possibilité, c'est que Lingens est à Stanford dans le monde réel, ou bien alors, la deuxième, c'est qu'il est Daniels à Harvard. Maintenant, le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle nous demande de renoncer à une caractéristique qui est communément admise pour le mot « je », c'est l'automaticité du jeu. Donc David Kaplan, philosophe du langage très connu et champion de l'indexicalité, nous dit « Quelqu'un pourrait dire « je suis un général » en ayant à l'esprit De Gaulle et en étant dans l'illusion qu'il est lui-même De Gaulle. Mais les contraintes linguistiques pesant sur les démonstrata possibles de « je », donc les choses qu'on peut démontrer à l'aide de « je », n'autoriseront aucune personne autre que De Gaulle à démontrer ainsi De Gaulle, quels que soient ses efforts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la référence du mot « je » est fixée de façon automatique par un fait, c'est-à-dire qui est la personne qui parle, et non pas par mes croyances à propos de ce fait. C'est-à-dire, elle est fixée par la question de savoir qui a parlé et pas par les états mentaux du sujet qui parle et sa représentation de lui-même. Donc même si je me trompe sur ma propre identité, le mot « je » continuait à renvoyer à moi, dans ma bouche, automatiquement. Donc il est insensible à ma situation épistémique, aux erreurs et à l'ignorance que je peux avoir à propos de ma propre identité. Alors si on accepte l'automaticité du mot « je », et elle est quand même communément admise, on ne peut pas accepter l'interprétation numéro 1. Pourquoi? Parce que cette interprétation, en fait, elle nous demande d'accepter que les deux occurrences de « je », en rouge et en vert, eh bien, elles désignent deux objets différents, deux personnes différentes dans le monde réel en plus, Lingens et Daniels. Or, c'est Lingens qui a utilisé le mot « je ». Donc, automatiquement, Lingens devrait être le référent des deux occurrences du mot « je » si on accepte l'automaticité. Donc, ça me semble être une raison de refuser cette interprétation que Lewis propose de ce genre de scénario. Alors, si on veut maintenir absolument que les deux possibilités ont lieu dans le monde réel, qu'elles coexistent à l'intérieur du monde réel, on pourrait essayer une deuxième interprétation. Donc, ce serait de dire que Lingens ne sait pas s'il est Lingens à Stanford ou bien alors Lingens à Harvard. Et dans ce cas-là, disons, les deux occurrences, l'occurrence rouge et l'occurrence verte du mot « je », elles vont désigner toutes les deux Lingens. Donc, on respecte l'automaticité. Mais le problème, c'est qu'évidemment, un seul et même individu ne peut pas se trouver en deux endroits différents au même moment. C'est impossible, et l'idée, ce n'est pas d'invoquer des mondes impossibles, surtout pas pour Lewis. Alors je pense qu'il reste une troisième interprétation qui est la bonne interprétation. Dans cette interprétation, les deux possibilités ont lieu dans deux mondes possibles. Et donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il reste deux mondes possibles compatibles avec ce que Lingens croit. Un monde dans lequel il est à Harvard et un autre monde dans lequel il est à Stanford. Alors si on accepte cette troisième interprétation, alors le problème se pose pour une doctrine des propositions générales. Et quelle est la solution à ce problème? C'est de dire qu'il faut ajouter des propositions qui sont singulières ou alors ajouter des propriétés. Donc si Lingens apprend la proposition singulière que Lingens est à Stanford, cette proposition est vraie dans le monde W0, elle est fausse dans le monde W1, et donc elle va exclure le monde W1. Donc si Lingens connaissait cette proposition, il devrait déjà savoir qui il est et où il est. Donc l'idée, c'est de dire, au terme de sa lecture, il n'a toujours pas appris cette proposition singulière. Et une autre possibilité, c'est de dire, au terme de sa lecture, quand il découvre qui il est, eh bien, il s'attribue une propriété qui permet de distinguer sa situation géographique dans le monde W0 de sa situation géographique dans le monde W1. Mais donc, fondamentalement, la distinction doit être entre deux mondes possibles et pas entre deux possibilités à l'intérieur d'un même monde possible. Donc, Lewis va vers un égocentrisme. Selon Lewis, toute croyance devient une auto-attribution de propriété. Donc, quand Lingens se dit « je suis à Stanford », en fait, il s'auto-attribue à lui-même, c'est-à-dire à Lingens dans le monde réel, la propriété d'être à Stanford. Et contrairement à ce que dit Lewis, je pense que cette propriété, dans ce genre de scénario, doit distinguer deux mondes possibles, W0 et W1. Et ce faisant, elle va être vraie de Lingens dans le monde W0,
Et donc la croyance est vraie parce que ce qui fait l'auto-attribution, c'est Lingens dans le monde réel. Lingens, c'est dans le monde réel quand il s'auto-attribue la propriété. Et en même temps, elle va être fausse de Lingens dans le monde W1, et donc la croyance va être informative, car elle va exclure le monde W1. Et donc dans ce cadre, on a encore une articulation assez claire en fait, entre les notions modales, les mondes possibles, les possibilités, les notions sémantiques de vérité et la notion épistémique d'informativité. Donc on a préservé quelque chose du cadre modal et de départ. Mais, disons, l'égocentrisme a des problèmes avec les croyances démonstratives. Donc, pour les croyances égocentriques, Louise va dire, elles réfèrent au sujet. Donc, mes croyances d'essai à propos de moi-même en tant que moi-même, à la première personne que j'exprimerai avec je, eh bien, elles réfèrent à moi-même. Mais ce sont les seules croyances que je peux avoir et qui réfèrent. En d'autres termes, le sujet est le seul ancrage référentiel. C'est la seule chose à laquelle on peut référer. Pour tous les autres objets, ces objets doivent être décrits au travers de leur relation au sujet. Donc les croyances démonstratives ou dérées, c'est-à-dire à propos d'une chose qui n'est pas forcément le sujet, décrivent les autres objets au travers de leur relation par rapport au sujet. Donc exemple, un énoncé banal comme « Alice dit à Bob, j'ai froid », donc dans cet égocentrisme, ce que ça revient à faire pour Alice, c'est d'exprimer une croyance qui correspond à l'auto-attribution à elle-même, à Alice, de la propriété d'avoir froid. Mais Bob, quand il comprend l'énoncé d'Alice, lui, il doit décrire en fait Alice, dans les termes d'une description qui se rapportera à lui-même, à Bob. Et donc, il va devoir utiliser une autre propriété, puisqu'il ne va pas s'auto-attribuer la propriété d'avoir froid, ce n'est pas ça qu'Alice a voulu dire. Il va devoir s'auto-attribuer une autre propriété qui sera par exemple celle d'être en train d'écouter ou de regarder une personne qui a froid. Et donc l'égocentrisme, ainsi, il prédit que des croyances d'essai et des croyances d'erré, donc à propos de soi-même et à propos d'autres choses, elles n'ont rien en commun. C'est-à-dire que le contenu, ce n'est pas la même propriété entre Alice et Bob, mais aussi le sujet dont il est question, forcément, ce n'est pas le même sujet. Donc tout ça nous amène à des inconvénients de l'égocentrisme, ce n'est pas des arguments rédhibitoires, mais c'est des coûts que l'égocentriste doit accepter. D'abord, il y a un inconvénient pragmatique, comme on vient de le voir, toute la communication va devenir indirecte, parce qu'en gros, je ne peux parler que de moi et vous ne pouvez parler que de vous, et donc il faut une gymnastique pour traduire les contenus que j'ai exprimés dans des contenus que vous pouvez comprendre. Deuxièmement, il y a un inconvénient épistémique, c'est l'intellectualisme. Parce que, selon l'égocentrisme, donc, tout objet de perception ne peut être que décrit au travers de ses relations au sujet. Alors peut-être que ça va pour des créatures humaines qui ont des concepts assez sophistiqués, mais il y a d'autres créatures, ou même des enfants, qui n'ont pas l'air de posséder des concepts descriptifs assez riches, qui engagent des relations causales, et pourtant qui semblent capables d'avoir des pensées démonstratives. Donc on n'a pas envie que ce soit une condition nécessaire de pouvoir décrire de façon correcte l'objet de perception au travers de ses relations à soi-même. Et troisièmement, il y a un argument modal qui est à peu près celui de Kripke, qui vient de Dilip Nainan. Ici, c'est l'imagination contrefactuelle. Donc, c'est que même si dans la réalité, disons, Alice, c'est la personne qui est en train de parler à Bob, Bob peut très bien imaginer que Alice a froid et qu'elle n'est pas en train de lui parler. Donc la description, la personne à qui je suis en train de parler, elle marche dans le monde réel, mais dans d'autres mondes possibles, elle n'est pas ce qui détermine la référence. Donc petit bilan à cette étape, j'ai dit que l'énigme de Frege mène à une doctrine des propositions générales et que le problème de l'indexical essentiel se pose en réalité pour cette doctrine des propositions générales et qu'on peut le solutionner de deux façons, soit en ajoutant des propositions singulières, et dans ce cas-là, on ne devrait pas accepter des propositions singulières à propos d'autres objets que soi-même comme le Mont Blanc, parce que sinon on a de nouveau l'énigme de Frege qui arrive. Donc ça doit être des propositions singulières seulement à propos de soi-même, comme le dirait le philosophe Stephen Schiffer, soit en ajoutant des propriétés, comme le fait David Lewis. Mais dans les deux cas, on a un égocentrisme, et cet égocentrisme a un coût, il a des inconvénients. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est de garder l'idée des propriétés, mais sans l'égocentrisme.
et donc d'aller vers un altruisme. Donc les croyances démonstratives dans cet altruisme, elles vont pouvoir référer à d'autres objets. Donc, simplement, on n'est pas limité dans les attributions de propriétés qu'on fait. On n'est pas obligé de s'auto-attribuer en permanence des propriétés à soi-même. On peut attribuer des propriétés à d'autres objets que soi-même. Donc, par exemple, quand Alice dit à Bob « j'ai froid », Bob comprend ce qu'Alice dit et il acquiert une nouvelle croyance, et sa croyance, c'est exactement la même que celle d'Alice. C'est-à-dire qu'il attribue la propriété d'avoir froid directement à Alice, exactement comme Alice le fait. Donc ça permet de surmonter ou d'éviter, si vous voulez, les inconvénients de l'égocentrisme. Donc au niveau pragmatique, la communication peut rester directe parce que je peux parler de moi, mais je peux parler d'autres objets directement. Même chose pour vous. Sur le plan épistémique, on n'a pas d'intellectualisme parce qu'on peut référer directement à d'autres objets. On n'a pas besoin de décrire ces objets au travers de leur relation à nous-mêmes. Donc on n'a pas besoin de posséder des concepts descriptifs extrêmement riches et d'avoir des descriptions vraies de tous les individus qui nous entourent. Et puis, troisièmement, au niveau modal, eh bien, ce n'est pas la description qui va fixer la référence ici, puisqu'on peut référer directement à un autre objet. Donc, Bob va pouvoir imaginer de cette femme, dont il croit des choses dans le monde réel, ce qui lui arrive dans d'autres mondes possibles, c'est-à-dire elle peut avoir froid dans d'autres mondes possibles, et ne pas être en train de lui parler. Donc tout ceci nous amène à un nouveau compromis entre le descriptivisme et le référentialisme. Donc dans le cadre auquel on arrive maintenant, les croyances et les affirmations sont des relations à au moins 3 places entre un sujet, un contenu qui va être général, c'est-à-dire purement descriptif, comme chez Frege, mais relatif, c'est-à-dire qui n'est pas vrai ou faux en lui-même, qui est incomplet et qui demande à être complété par un troisième ingrédient, un référent ou une circonstance, c'est-à-dire un environnement, quelque chose dans le monde, des faits qu'on vise par la croyance. Donc ici, l'objet de la croyance, ce n'est plus seulement un contenu, mais c'est un contenu en tant qu'il se rapporte à une certaine circonstance. Et c'est cet objet complexe, ce paquet du contenu avec la circonstance, qui va être vrai ou faux. Cet objet complexe, François Recanati l'appelle la proposition austinienne dans son livre Perspectival Thought. Pourquoi austinienne? C'est une notion qui est sous-explorée actuellement dans la littérature. Pourquoi austinienne? Parce que John Austin disait qu'il faut 2 choses pour faire une vérité. Et Quine disait exactement la même chose. Il faut d'une part une composante, un contenu qui décrit une composante linguistique, et puis il faut aussi que le monde contribue quelque chose. Donc il faut un ingrédient, disons, linguistique et un ingrédient qui vient du monde. Et donc ici, ces 2 ingrédients, c'est le contenu et la circonstance. Et donc on peut, disons, attribuer des propriétés à d'autres objets directement et dire des choses qui sont vraies ou fausses directement à propos de ces objets-là. Maintenant, ce qui est bien dans ce cadre, c'est qu'on a un compromis. Donc, entre le descriptivisme, on a un contenu qui est purement descriptif, exactement comme le disait Frege. C'est la leçon de son énigme. Mais d'un autre côté, on a aussi une composante référentielle, c'est-à-dire le monde contribue quelque chose, si vous voulez, à l'objet complet de la croyance, l'objet qui est capable d'être vrai ou faux. Alors, dans le cas des propositions, on peut croire une proposition dans ce cadre-là, mais c'est un cas limite. C'est juste un cas limite. Les contenus peuvent correspondre à des propositions. Par exemple, quand Lingens lit la biographie de Daniels, il en vient à croire la proposition que le F, disons, c'est une description condensée de Daniels, est à Harvard. Eh bien, croire cette proposition, on ne la croit pas toute seule, on la croit du monde réel. Et donc, c'est encore une relation à 3 places entre le sujet, un contenu et un référent. Dans ce cas-ci, le référent, c'est le monde, dans son entièreté. C'est un cas limite de la croyance. Et donc, dans ce cadre, on arrive aussi à capter la différence épistémique qu'il y a entre croire cette proposition pour Lingens au terme de sa lecture, et puis en venir à attribuer la propriété d'être à Harvard directement à Daniels, c'est-à-dire avoir une croyance indexicale. Le contenu n'est pas le même, ce n'est pas la même chose de croire une proposition et de croire une propriété, donc du point de vue épistémique, il y a une grande différence. Et puis, du point de vue de la vérité et des référents, il y a une différence, c'est que le référent Daniels, lui, figure seulement
dans la croyance indexicale, c'est-à-dire, si j'arrive à pointer ici. Donc la croyance propositionnelle, elle n'est pas du tout référentielle, puisqu'on n'a pas de proposition singulière dans ce cadre. Alors dire tout ça, c'est toujours pas avoir résolu l'énigme de Frege. Pourquoi ? Parce que des énoncés comme 1 et 2, Hespérus est une naine blanche et Phosphorus est une naine blanche, ils vont être vrais tous les deux, exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ils auront le même contenu et la même circonstance, la même description et le même référent. Donc ce n'est pas assez ce que j'ai dit pour capter la différence épistémique entre ces deux énoncés. Alors comment on peut faire pour résoudre cette énigme dans ce cadre ? Donc j'ai dit qu'il y a un contenu et une circonstance pour toute croyance. Donc si on prend l'énoncé Hespérus est une naine blanche, le contenu c'est une propriété, c'est la propriété d'être une naine blanche, qui correspond à un ensemble d'individus possibles qui sont une naine blanche. Et puis il y a un référent. Le référent c'est Vénus dans le monde réel, I0. Et on voit que I0 n'est pas dans l'ensemble P parce qu'il n'est pas vrai de Vénus dans le monde réel qu'elle est une naine blanche, parce que Vénus est une planète et pas une étoile. Mais comme j'ai dit plus tôt, quand on affirme quelque chose, quand on croit quelque chose, on ne part pas de nulle part, on n'affirme pas dans le vide. On se base sur un arrière-plan d'information. Alors quel peut être cet arrière-plan d'information ici ? Eh bien, ça va être un ensemble d'individus possibles qui sont l'étoile du soir. Ça, c'est ce qu'on sait déjà du référent Hespérus avant d'asserter ou d'affirmer ou de croire que P. Et donc, l'informativité, encore une fois, c'est un rapport entre deux choses. Ce n'est pas seulement le contenu qui est affirmé, mais c'est aussi par rapport à quel arrière-plan on affirme ce contenu. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'arrière-plan ici, la propriété d'être l'étoile du soir, K1, c'est ce qui joue le rôle de mode de présentation qui nous vient de Frege. Donc ici, il y a deux grandes différences avec ce que Frege dit. C'est que le mode de présentation K1 n'est pas identique au contenu de l'affirmation. Le contenu, c'est P, et le mode de présentation, c'est un contenu qui est présupposé ou qui est dans l'arrière-plan. Il ne fait pas partie de ce qui est affirmé. Deuxièmement, le mode de présentation descriptif ne va pas déterminer la référence, parce que Vénus ne doit pas forcément satisfaire la description. Vénus est en dehors de l'ensemble K1, ce qui veut dire que la description être l'étoile du soir, elle est fausse de Vénus. En d'autres termes, la référence est fixée indépendamment du mode de présentation descriptif, de façon causale, contextuelle, indexicale. Et le troisième rôle que Frege, par contre, faisait jouer au mode de présentation, c'est-à-dire expliquer les questions épistémiques d'informativité et tout ça, eh bien ça, c'est quelque chose qui est joué c'est un rôle qui est joué par le mode de présentation K1. Donc en gros, K1 fournit les possibilités dans lesquelles on navigue et on affirme quelque chose, P, et ce faisant, eh bien, si l'affirmation est acceptée, on va éliminer certaines possibilités dans l'ensemble K1 des individus possibles compatibles avec ce qu'on croit de Hespérus. D'un autre côté, l'énoncé Phosphorus est une naine blanche, eh bien, il aura exactement le même contenu, c'est-à-dire P, l'ensemble des individus possibles qui sont une naine blanche. Il aura la même circonstance, le même référent, c'est-à-dire Vénus, le référent lui-même dans le monde réel, mais les possibilités dans lesquelles on navigue, les possibilités dans lesquelles on essaye de tracer des distinctions, on ne va pas partir du même ensemble, on ne va pas partir du même arrière-plan. Ici, on part de K2, c'est-à-dire de la propriété d'être l'étoile du matin, l'ensemble d'individus possibles qui sont l'étoile du matin. Et donc ça, c'est le mode de présentation associé à Phosphorus. Et donc, parce que les possibilités de départ dans K1 et dans K2 ne sont pas les mêmes, eh bien, ces deux énoncés ne vont pas avoir le même effet épistémique. Ils ne vont pas éliminer, en d'autres termes, les mêmes possibilités. Alors, quand on accepte ces énoncés, on se retrouve encore une fois avec un sous-ensemble de l'ensemble de départ, mais on ne sait toujours pas que Hespérus est Phosphorus parce que les possibilités à l'intérieur de ces ensembles ne sont toujours pas identiques, en particulier ici. Donc, quand on nous dit Hespérus c'est Phosphorus, là, on va considérer qu'il n'y a finalement qu'un seul référent, et là, on va, mélanger les informations qu'on avait à propos d'Hespérus et de Phosphorus. En d'autres termes, on va intersecter ces deux ensembles,
Et le fait d'intersecter ces deux ensembles, ces deux modes de présentation, va éliminer certaines possibilités des deux côtés, donc I7 et I8. Et donc on explique ainsi l'informativité d'un énoncé comme ça. Et en même temps, on peut voir que le référent ne fait pas partie de ces ensembles-là. Pourquoi? Parce qu'il est faux de Vénus dans le monde réel, qu'elle est une étoile, c'est une planète en réalité. Donc si on veut parler strictement, en fait, Vénus n'est pas l'étoile du soir, elle n'est pas l'étoile du matin, et a fortiori, elle n'est pas une naine blanche, puisque toutes les naines blanches sont des étoiles. Donc ici, ce qui ressort, c'est que, disons, ce qui permet de calculer l'informativité, c'est un rapport entre deux modes de présentation ou deux ensembles de possibilités. Et ces questions-là sont complètement séparées de la question de la référence. La référence est déterminée indépendamment des modes de présentation et de la question de savoir si le référent satisfait les descriptions dans l'arrière-plan. Donc on aboutit à un cadre dans lequel on a deux notions en fait, de sens ou de croyance. Donc ici on a une notion large et une notion étroite. Donc dans l'énoncé « Hespérus est une naine blanche », la croyance qui est exprimée, il y en a deux en fait. Il y a une croyance large qui est en rouge ici, c'est le cadre rouge, et ça, comme on a vu, c'est une proposition austinienne. En fait, c'est un contenu plus un certain environnement duquel on affirme le contenu. Donc il y a une description et puis il y a la chose à laquelle on pense. Et donc c'est seulement quand on a ces deux composantes qu'on a un objet qui est capable d'être vrai ou faux, tout court. Et puis d'un autre côté, on a une notion étroite de croyance qui, elle, correspond à une relation non pas entre un contenu et une circonstance, quelque chose qui est dans le monde, mais entre deux contenus, c'est-à-dire deux ensembles de possibilités. Et donc on va pouvoir calculer l'informativité de cet énoncé en faisant abstraction totale des contingences matérielles dans le monde réel et de la question de la référence, de la question de la vérité. En fait, cette notion-ci, elle est comme hors sol, si vous voulez, elle flotte, et donc elle s'abstrait de ce qui se passe dans le monde réel. C'est ça qui nous permet de calculer l'informativité, tandis que cette notion-là, eh bien, elle est externaliste, parce qu'elle engage l'environnement dans lequel on se situe, le monde réel, les objets auxquels on pense, et donc il y a une différence. Il y a une notion qui est ancrée, c'est la notion large qui est externaliste, et une notion qui est flottante, c'est la notion étroite ou internaliste. Alors on peut dire la même chose à propos des actes de langage, puisque dans cette théorie, il y aura un lien intime entre le niveau mental et le niveau pragmatique, celui des affirmations, des actes de langage qu'on accomplit en utilisant des phrases. Pourquoi? Parce que, disons que quand on affirme quelque chose, on exprime une croyance si on est sincère. Quand on ordonne quelque chose, on exprime un désir si on est sincère. Quand on promet quelque chose, on exprime une intention si on est sincère, etc. Donc il y a une correspondance entre le niveau mental et le niveau pragmatique qui est assez forte ici, de sorte qu'on peut dire qu'au niveau linguistique aussi, pragmatique, eh bien, c'est exactement la même distinction qui va s'appliquer entre affirmation large et affirmation étroite. Alors par contre, pour le niveau sémantique, il y a encore quelque chose d'autonome dont je ne parlerai pas ici, mais qui se trouve dans mon livre. Alors la doctrine modifiée à laquelle on aboutit, c'est celle-ci. Donc c'est une doctrine dans laquelle une affirmation ou une croyance, ça devient une relation à au moins trois places entre un sujet, un contenu général et relatif, c'est-à-dire un complet qui ne peut pas être vrai ou faux en lui-même, et puis un référent qui vient compléter ce contenu. Deuxièmement, le contenu peut être une proposition ou une propriété selon les cas, donc il y a une variabilité. Et troisièmement, il y a deux notions d'affirmation ou de croyance. Il y a une notion large qui joue le rôle sémantique d'être vrai ou faux, et puis il y a une notion étroite qui joue le rôle épistémique d'être ce qui est informatif ou trivial. Alors, c'est une doctrine modifiée, donc disons qu'il faut modifier tous les aspects de la doctrine des propositions d'origine, mais on conserve un lien fort entre les notions sémantiques de sens, épistémiques de connaissance et modales de possibilité, et on comprend comment ces différentes notions s'articulent. Alors comme on a deux notions de sens, une notion large et une notion étroite, eh bien on doit se demander s'il y en a une des deux qui permet de préserver un triangle d'or, celui dont on est parti au départ, et ce ne sera pas la notion large. Pourquoi? Parce que la notion large n'a pas un lien étroit avec la notion de possibilité. La notion large n'est pas un objet modal.
ce n'est pas un ensemble de possibilités, c'est plus qu'un ensemble de possibilités, c'est plus qu'un contenu. C'est un ensemble de possibilités et une possibilité particulière dont on dit qu'elle appartient à cet ensemble. Donc il n'y a pas de lien, disons, intime entre la notion de sens large et de possibilité. Ce qui entretient un lien intime avec la notion de possibilité, c'est le sens étroit, c'est-à-dire le mode de présentation. La question, disons, de savoir comment on pense à l'objet, quelles sont les descriptions qu'on lui associe. Et donc il y a un lien étroit entre le sens étroit et la possibilité, puisque c'est une notion modale, c'est un ensemble de possibilités. Et cet ensemble de possibilités, il y aura un lien entre lui et une notion atténuée épistémique ici, qui n'est pas la connaissance. La connaissance doit être vraie, la croyance n'a pas besoin d'être vraie. Donc ce sera une notion de croyance. Pourquoi ? Parce que le sens étroit, ce sera le contenu d'une croyance à propos du référent dont il est question, et le contenu sera un ensemble de possibilités. Alors ici, c'est une croyance. Pourquoi ? Parce que le mode de présentation n'a pas besoin d'être vrai du référent, et donc il ne nous donne pas une connaissance a priori de la nature du monde, en fait. On peut se tromper, le mode de présentation peut être faux, et néanmoins jouer le rôle épistémique d'expliquer ce qui est informatif ou trivial. Alors, une autre caractéristique de ce triangle, c'est que, contrairement à ce que dit Kripke, on n'a pas besoin de couper le lien kantien entre l'a priori et le nécessaire, ou le trivial et le nécessaire, et l'informatif et le contingent, ou l'a posteriori et le contingent. Donc, tout ce qui est a priori peut rester nécessaire, tout ce qui est nécessaire peut rester a priori, tout ce qui est contingent est a posteriori, et vice-versa. Donc, on garde le lien kantien de départ. Et pourquoi ? Parce que, disons que la référence, on ne la voit pas du tout dans ce triangle étroit, si vous voulez, ou modifié. La référence, elle fait partie de la notion large. Et donc, elle n'est pas elle-même dans une proposition singulière qui correspondrait à un ensemble de possibilités et qui nous forcerait à casser ce lien-là. On peut conserver ce lien-là dans cette théorie-là. Voilà, je vous remercie.